Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Décrypter l'information. Cette chaîne aura donc pour but de vous parler de l'information, de l'actualité française et étrangère, de vous faire une petite analyse et de vous donner mon point de vue sur différents éléments de cette actualité. On va commencer par Bayrou, parce que vous le savez, Bayrou a fait une annonce début juillet sur des propositions d'économie de 44 milliards d'euros qui porteraient essentiellement sur les Français, et donc les travailleurs, les retraités, etc. Et face à un tollé général au niveau des partis, mais aussi au niveau des citoyens, eh bien, il y a une journée de défiance qui va commencer probablement le 10 septembre, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Bayrou, voyant tout cela, il a décidé de mettre son gouvernement et sa propre personne dans la balance, et il propose un vote de confiance. Face à ce vote de confiance, le Premier ministre s'apprête à recevoir les chefs de parti la semaine prochaine pour tenter d'obtenir un vote de confiance sur la dette et le budget. A priori perdu d'avance, parce qu'on voit bien que tous les partis ne vont pas le voter, a priori, en tout cas la grande majorité. L'invitation faite par François Bayrou aux 20h de TF1 le mercredi 27 août aux chefs de parti et de groupes parlementaires de se rencontrer à Matignon pour regarder les choses avant le vote de confiance sur la dette et le budget, a priori perdu d'avance, comme je l'ai dit, qui interviendra donc le 8 septembre à l'Assemblée, ne semble pas avoir fait changer d'avis les oppositions. Donc, sur ce journal de TF1, le Premier ministre a d'abord tenté de déminer le terrain, devant la réticence des partis d'opposition, et c'est peu dire, à voter la confiance au gouvernement, a fortiori sans avoir négocié en amont les mesures du budget, et ça c'est totalement inconcevable et hallucinant. François Bayrou a voulu rappeler la nature de son intention. C'est une déclaration de politique générale par laquelle le gouvernement s'adresse à l'Assemblée nationale en disant « Voilà la situation budgétaire ». Selon lui, c'est sur ce constat de la situation que les députés doivent voter. Ainsi, selon lui, confiance n'est pas le bon mot. Le vote qui va être émis est un vote pour voir si oui ou non il partage le constat de la nécessité du redressement budgétaire. La condition préalable, c'est qu'on s'entende sur l'importance de l'effort, a-t-il répété. Donc sans faire ni annonce ni concession sur les mesures de son plan de redressement, François Bayrou a néanmoins confirmé son intention de recevoir les chefs de parti à Matignon. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Parce qu'ils étaient en vacances, a-t-il répondu le Premier ministre. Ce qui est complètement débile, parce qu'on sait très bien que ce projet qui a été présenté au mois de juillet, il a été longuement travaillé, il aurait pu très bien les convoquer dès le mois de juin. Dans son esprit, les négociations sur les mesures doivent se dérouler après le vote de confiance du 8 septembre. Si le gouvernement est suivi, on engagera toutes les négociations nécessaires. S'il n'est pas suivi, il tombera, a-t-il assumé. Franchement, c'est même sûr qu'il va tomber. Enfin, je ne comprendrais pas que les partis retournent leur veste. Donc sur tous les sujets, comme il dit, il est prêt à discuter, sauf sur un, c'est l'effort qu'on doit faire pour que la France sorte de cette trajectoire de surendettement. Alors, il dit qu'il n'est pas en train de marchander, mais c'est un petit peu ça. Donc, il demande un effort de 44 milliards d'euros pour 2026. Et il a une fois encore accentué sur cette question du danger auquel s'expose la France en n'amorçant pas dès maintenant le redressement de ses finances publiques. Donc, difficile de croire que ces seuls arguments sans concession majeure suffiront à faire évoluer la position des partis d'opposition, du RN au PS. Ces derniers jours, le gouvernement a néanmoins donné des signes d'ouverture sur la taxation des plus riches, un sujet déterminant pour les socialistes. Et c'est là qu'il veut faire la petite entourloupe. Et on sait très bien que déjà le Parti socialiste s'est défaussé à plusieurs reprises, notamment sur des motions de censure. D'ailleurs, le RN a fait pareil. Donc ça, c'est vraiment le risque. Donc là, on se retrouve face à un Bayrou totalement acculé par les partis d'opposition et par la rue qui, sur les réseaux sociaux, expliquent qu'ils sont prêts, semble-t-il, à bouger le 10 septembre. Donc on va voir ce que ça va donner.
mais c'est sûr que là, c'est du foutage de gueule complet, parce que l'argent en France, il y en a plein. Il suffit d'aller voir ce qui se passe et ce qui a été évoqué lors de ce fameux rapport sur l'argent qui est donné aux grandes entreprises, 211 milliards d'euros qui sont donnés sans qu'il y ait le moindre tableau, sans qu'il y ait un suivi. On ne sait pas vraiment où va cet argent. Là, il y a déjà un travail à faire là-dessus, 211 milliards, je suis sûr qu'il y a moyen de ponctionner dans cet argent-là. Et surtout, pourquoi le donner? Pourquoi pas faire des prêts, tout simplement? Et là, on aurait résolu la quasi-totalité des problèmes qu'on a en France, que ce soit la question des budgets de l'hôpital, que ce soit les retraites, que ce soit la sécurité sociale, la justice, etc. 211 milliards d'euros, vous vous rendez compte? C'est énorme. L'autre problématique qui pourrait vraiment attaquer, c'est la fraude fiscale, et notamment l'évasion fiscale. À votre avis, qui fait de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale? C'est pas moi, c'est pas vous. Ce sont les plus riches. Donc c'est là où il faut attaquer. Donc entre les 211 milliards d'euros et les 85 milliards ou 87 milliards d'optimisation fiscale, je suis désolé, il y a moyen de faire quelque chose. Donc tout ça, c'est de la fumisterie totale. Et moi, j'espère que Bayrou va sauter. Maintenant, on va revenir sur cette histoire du 10 septembre. Je suis depuis un bon moment une personne qui est très connue sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Olive Olive. Il dit parfois des choses intéressantes, mais là, en ce moment, je trouve que je ne suis pas d'accord avec lui. Et là, je vais évoquer un petit peu son positionnement. Donc, Olive Olive, dans ses vidéos, il évoque le concept d'une journée sans consommation. Donc, l'appel à une journée où les citoyens restent chez eux sans consommer est une forme de désobéissance civile. Ça, c'est clair. L'objectif est de démontrer le pouvoir économique des citoyens en s'abstenant collectivement de consommer, même pour une journée. L'idée est de créer un ralentissement économique mesurable. C'est une manière de protester qui utilise la pression économique plutôt que des manifestations de rue. Il y a aussi une certaine contradiction d'un mouvement non politique. Et c'est important de souligner cette contradiction. Un mouvement qui exige la démission du président et la censure du Premier ministre, avec son départ probable, par nature est politique. L'affirmation qu'il n'y a pas de récupération politique est probablement une stratégie pour attirer un public plus large, y compris des personnes de sensibilités différentes. Cependant, cette approche peut aussi être une faiblesse. Sans un programme politique clair ou une liste de revendications précise, le mouvement risque de sembler purement contestataire, sans offrir d'alternatives constructives. Et ça, c'est un gros risque. Le problème de l'absence de programme. Ça, c'est un point central. En effet, une manifestation peut être efficace pour exprimer un mécontentement, mais il est difficile de le transformer en un changement significatif sans un ensemble clair d'objectifs. Un mouvement qui se concentre uniquement sur des démissions sans proposer de solution aux crises sociales, économiques et politiques sous-jacentes manque souvent de durabilité. Sans une vision pour l'avenir, y compris des propositions concrètes sur des questions comme la santé, l'économie ou la justice sociale, il n'est pas clair de ce qui se passerait même si les objectifs initiaux étaient atteints. Cela pourrait même mener à une plus grande instabilité. La force du mouvement réside dans sa capacité à unir de nombreuses personnes autour d'un mécontentement commun. Sa faiblesse, en revanche, pourrait être son manque de vision constructive et la contradiction inhérente entre ses objectifs politiques et son affirmation de n'être pas politique. Olive Olive s'est félicité de voir que les partis d'opposition, même LFI, se soient agrégés pour ne pas voter cette motion de confiance. Il trouve ça très bien. Mais en même temps, il s'oppose par exemple à ce que LFI s'associe au mouvement ou les syndicats. Mais ces gens-là ont la capacité et ont l'expérience de gérer des idées, des propositions, des programmes. Être dans la contestation pour la contestation, c'est bien, mais quel intérêt si au final on s'abstient pendant 1 ou 2 journées de travailler, de consommer, si au bout du compte, il ne se passe rien. Parce que, de mon point de vue, je pense que Macron va bien rigoler. Il va dire, très bien. Moi, je ne comprends pas cette façon de vouloir exclure des partis politiques.
LFI, le RN, etc., même les syndicats, parce que je pense, comme je le dis, c'est que ces syndicats, ces partis politiques ont l'expérience des revendications, ont déjà développé des programmes, donc ils ont cette façon de structurer certains mouvements, ils ont cette expérience. Et je perçois bien chez ce personnage, même si des fois je trouve qu'il dit des choses très intéressantes, cette orientation politique qu'il peut avoir, qui est clairement en faveur du RN, et qui exclut totalement LFI. Je peux le comprendre avec quelqu'un comme Mélenchon, qui crée la polémique et qui concentre beaucoup de critiques. Mais Mélenchon, il n'est pas tout seul dans ce parti-là. Il y a des gens, et sincèrement, je vous invite à aller voir ses vidéos. C'est Éric Coquerel, c'est Bompard, c'est David Guiraud. C'est des gens très intelligents qui disent des choses à chaque fois détaillées, précises, que tout le monde peut comprendre. Et c'est eux qui ont révélé plein de scandales. Donc celui des 211 milliards d'euros, enfin, ils ne savaient pas exactement la somme exacte à l'époque, mais qui avait pointé du doigt ces sommes hallucinantes qui étaient données aux entreprises. Ils ont mis en place ils ont mis en avant la taxe Zuckman. Ils ont défendu bec et ongle un certain nombre de décisions politiques en présentant des projets de loi au Parlement, que le RN d'ailleurs n'a pas voulu voter, qu'il s'agisse de l'égalité homme-femme au niveau des salaires, que ce soit l'augmentation du SMIC, de la taxation des plus riches, etc., etc. Mais malheureusement, les médias sont très forts pour manipuler les citoyens en vous montrant, en vous expliquant que LFI, c'est un parti de division, un parti antisémite, alors que j'ai encore vu hier ou avant-hier une vidéo où Mélenchon était interrogé sur l'antisémitisme, et il est très très clair. Lui, il est pour des sanctions très nettes, très précises et très fortes à l'égard de ceux qui font de l'antisémitisme. Donc, les musulmans, aussi des partisans du RN, etc. Mais il s'oppose aussi à l'islamophobie qui se développe aussi en France. Et il défend par ailleurs la Palestine, mais quel débile ne pourrait pas défendre la Palestine? Dans le monde entier, ça parle d'ailleurs, on ne le voit pas dans nos médias, c'est qu'il y a des manifestations monstres dans le monde entier. J'ai encore vu ça, c'était en Australie, j'ai halluciné du monde et des centaines de milliers de personnes à manifester. À Londres, c'est pareil, partout dans le monde. Le monde est en train de s'opposer à Israël, à ce qu'il fait. Donc pourquoi, alors que ça fait des mois et des mois d'ailleurs que le LFI est en avance sur cette question-là, pourquoi, dès qu'ils ont critiqué Netanyahou, c'était forcément des antisémites? Ils n'ont rien contre les Juifs, ils n'ont rien contre les Israéliens. Ils s'opposent simplement à la politique de Netanyahou, qui est un extrémiste, donc, et quelqu'un qui veut absolument s'accaparer les terres de la Palestine. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Rien, de mon point de vue. Mais c'est quelqu'un qui, Mélenchon, est dans la provocation et qui s'exprime parfois de manière agressive, et ça, c'est vrai. Mais dire que, ou sous-entendre, comme le fait Olive, que le RN, c'est la solution ultime, eh bien, vous allez voir que pas du tout, à travers plusieurs exemples. On va commencer par une première chose, je l'ai appris, j'ai vu ça dans les journaux de Libération, je ne sais plus quel autre journal, je crois que c'est Ouest France, et vous allez voir, c'est pas mal aussi. Les candidats du RN ont été épinglés pour des frais kilométriques équivalents à 3 fois le tour de la Terre. Le site Les Jours révèle que des candidats d'extrême droite aux dernières élections législatives ont explosé le compteur des frais kilométriques remboursables. Est-ce que le RN a un problème avec l'argent public? Après la condamnation de Marine Le Pen et de 23 ex-membres du FN pour détournement de fonds publics le 31 mars, on apprend aujourd'hui que des candidats du parti d'extrême droite ont déclaré des frais kilométriques exorbitants lors des dernières élections législatives de 2024. Selon les révélations de ce média en ligne, 9 aspirants députés de Nouvelle-Aquitaine, dont l'un a été élu Pascal Markowski, ont tenté de se faire rembourser par l'État plus de 73 000 € de frais de déplacement. À E9, il déclare ainsi avoir parcouru une distance équivalente à 3 fois le tour de la Terre. Je ne sais pas si vous imaginez. Le tout en seulement 3 semaines de campagne. Les candidats RN de la région disent avoir dépensé 179 000 € en frais de déplacement. C'est un truc de fou, quoi. À titre de comparaison, ceux du Nouveau Front Populaire en ont eu pour la moitié des dépenses
et ceux de LR 6 fois moins. Donc la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aurait débusqué plusieurs irrégularités. Absence de justificatif, nombre anormal de kilomètres, circuit standardisé et répétitif. La question se pose donc de savoir si les 9 candidats épinglés ont bien effectué les kilomètres déclarés. D'autant que la plupart des déclarations sont farfelues, voire totalement incohérentes. Mélodie Garot a ainsi sollicité un remboursement de ses indemnités kilométriques pour des déplacements effectués aux mêmes dates et dans 2 circonscriptions différentes, dont d'ubiquité au RN, Dorothée Champeau aurait-elle parcouru plus de 6500 km en 11 jours pour des opérations de collage d'affiches. Problème, impossible de retrouver la trace de ces affiches. Ludovic Biebrouck a quant à lui demandé le remboursement de trajets effectués hors de sa circonscription. Eh oui. Émeric Mongeloux jure s'être déplacé sur 10 500 km, mais sans être en mesure de produire le moindre justificatif. Hager Jacquemin, très proche de la vice-présidente du RN, Edwige Diaz, assure avoir roulé, lui, plus de 25 000 km en 27 jours. La commission a donc flairé l'entourloupe et ne remboursera que 10 600 €. Donc ces gens nous font croire qu'ils pourraient gérer honnêtement le pays. Pas une campagne électorale sans une affaire de ce genre. Ce ne sont pas des dérapages, mais une mauvaise ligne de conduite. Donc on le voit bien, ce parti-là qui nous explique à longueur de temps qu'ils sont blancs comme neige, qu'ils pointent du doigt tous ceux qui ont fait de la corruption, et il y en a plein. À droite, c'est une catastrophe. Quand on voit Sarkozy, quand on voit Fillon et tous les autres ministres qui étaient avec eux, et bien là on a le RN qui a été condamné pour avoir détourné 4 millions d'euros au niveau de l'Europe, qui par ailleurs la critique mais qui aime bien son argent. Là, les frais kilométriques, un parti qui se dit blanc comme neige, qui n'est pas raciste du tout, mais quand il présente des élus d'ailleurs qu'il est obligé de retirer, eh bien vous vous retrouvez avec des gens qui font le salut nazi, qui portent une casquette nazie ou qui vendent des bouquins à l'effigie d'Hitler. Vous dites, franchement, mais ça ne va plus. Ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est immigration, immigration, immigration. Et là, pareil, on est dans un mensonge total. Je ferai d'ailleurs un sujet là-dessus. Mais aujourd'hui, les organismes indépendants ont évalué l'impact de l'immigration en France. Et contrairement à ce qu'on dit que les immigrés nous coûtent de l'argent, avec des aides comme les aides médicales, etc., au final, on se rend compte que les immigrés rapportent 10 milliards d'euros net par an. Ça vient en contradiction totale de ce que peut dire le RN. C'est affligeant, c'est vraiment affligeant. Et en plus, vous voulez quoi? Que ce soit Bardella qui représente le RN et qui deviendra président de la République? Mais c'est pareil, c'est du foutage de gueule. Le mec, il n'a aucun diplôme, le mec n'a jamais travaillé. C'est un TikToker. Moi, j'ai pas envie qu'un TikToker devienne président de la République. Enfin, ça serait la honte totale. Le mec, au moment de présenter son plan économique, quand il a été interrogé par des médias, il était complètement perdu. C'était ça, c'était aux dernières législatives. Alors certes, il présente bien, il est beau, il sait bien parler, mais ça ne fait pas tout. Malheureusement, tout est fait pour détourner les gens de la politique, de la vraie politique. Et c'est clair que quand on a un individu comme ça qui se présente, les gens vont être attirés. Et ça va être pire que tout. Et surtout, cette personne et le RN qui se dit les grands défenseurs du peuple, au moment de voter, ont voté contre toutes les lois en faveur du peuple. Donc il y a eu le SMIC, l'augmentation du SMIC, l'égalité salariale homme-femme, l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, la taxation des plus riches. Et là, il faut en revenir, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le RN est soutenu par les milliardaires. Il y a Bolloré, il y a Stéphane, il y a tous ces gens-là. Imaginez donc que des gens vous soutiennent, des gens ultra riches vous soutiennent, et vous allez leur dire je vais vous taxer demain. Non mais jamais de la vie. Donc le RN ne va jamais taxer les plus riches. On va se retrouver avec une politique plus ou moins proche de celle de Macron, mais en s'attaquant à l'immigration. Donc résultat zéro, on se retrouvera avec les mêmes difficultés,
et avec un peuple qui sera de plus en plus pauvre. Donc voilà un autre troisième sujet que je voulais aborder. On va en attaquer un autre. Ce sujet, il est en lien avec cette parole et ce comportement débridé, raciste qu'il y a en France. On le voit bien sur les réseaux sociaux, même sur CNews, qui par ailleurs passe son temps à parler des musulmans matin, midi et soir comme la cause de tous les maux en France. Eh bien, à force d'agir de la sorte, et sur les réseaux sociaux, comme je le dis, on le voit bien, eh bien, on arrive à un véritable lynchage de Noirs en France. Chasse aux Noirs, injures et saluts nazis, une traque raciste dans un village de la Creuse. Et oui, c'est arrivé cette semaine. Des insultes racistes qui dégénèrent en violente chasse à l'homme contre un jeune noir et ses amis pris en chasse par des habitants en Royère de Vassivière à la mi-août. Parmi les suspects, un élu municipal et le président de la société de chasse locale. Autant vous dire qu'on sait à qui on s'adresse. Il faisait encore très chaud, malgré l'heure tardive, le 15 août dans le petit village creusois de Royère de Vassivière. La fête du village s'était achevée, la buvette était fermée, quelques fêtards s'attardaient sur place quand a éclaté une altercation suivie de violence. Histoire tristement banale d'un bal qui s'achève sur un pugilat entre esprits échauffés par l'alcool, mais vous verrez que c'est pas sûr. Loin de là, selon les témoignages de victimes et d'habitants du village sur les réseaux sociaux ou cités notamment par le quotidien régional La Montagne, c'est à une authentique chasse à l'homme raciste que se serait livré un groupe de locaux, insultes racistes, coups, victimes poursuivies dans les rues du village en voiture, une chasse aux Noirs, comme l'a souligné un témoin. Un élu local, membre du conseil municipal de la commune et le président de la société de chasse du coin sont accusés de figurer parmi les auteurs des faits. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le récit de la soirée a choqué les habitants du coin. Environ 300 personnes étaient rassemblées lundi soir sur l'unique place du village pour dire non à la violence raciste et soutenir leurs citoyens frappés par ce que Noirs et les 6 autres victimes, qui ont tenté de le défendre. En marge du rassemblement, un groupe d'individus soutenant les agresseurs n'ont pas hésité à se livrer à des saluts nazis, selon des témoins, pour marquer leur désapprobation et à menacer de mort l'avocate des victimes, Madame Colline Boyon, qui a pris la parole pour défendre ses clients. Voilà ce qu'ils ont dit. La prochaine fois, on viendra avec les fusils et les cartouches, lui aurait lancé un homme. Jointe par Libération, l'avocate a précisé qu'un total de 7 plaignants ont déposé ou déposeront plainte dans les prochains jours suite à ces faits. Les motifs, donc, violence en réunion, en état d'ivresse et à caractère raciste, ainsi que pour injures publiques et provocation à la violence et à la haine à caractère raciste. Le tout commis par au moins un élu municipal et par préméditation et par guet-apens. Elle-même confirme qu'elle allait saisir la justice pour les menaces dont elle a été victime le lundi soir avec le soutien de 3 personnes présentes au moment des faits en qualité de témoins. Le parquet de Guéret a confirmé lundi après-midi qu'une enquête était en cours sans communiquer davantage d'éléments. Donc selon elle, l'agression a commencé par des injures à caractère raciste à l'égard d'un jeune homme, seule personne noire de ce groupe d'amis. Quand les amis ont essayé de calmer les agresseurs ou d'aider leur ami qui se faisait agresser pour des raisons racistes, ils se sont tour à tour fait injurier, frapper, étrangler, pousser au sol et une personne a perdu connaissance. Les plaignants dénoncent aussi une chasse à l'homme lorsqu'ils ont tenté de quitter les lieux et ont été suivis par un pick-up blanc dont les occupants auraient proféré des menaces à l'égard de la personne noire. Il y avait donc un certain nombre de témoins de tout ce qui s'est passé, donc en dehors des 2 groupes, et qui ont largement témoigné en faveur de cette personne de couleur noire, et qui ont été d'ailleurs atterrés. Donc tout ça, eh bien malheureusement, c'est un long processus qui est en train de s'enclencher en France, et malheureusement dans d'autres pays européens, parce qu'on le voit bien, on va vers des régimes autocratiques sur fond de racisme, avec une ressemblance un petit peu avec ce qui s'est passé dans les années 30 et 40,
avec l'avènement du nazisme et avec cette idée que à l'époque c'était eh bien les Juifs qui étaient responsables de tous les malheurs. En France, ben malheureusement, c'est les Noirs, c'est les Arabes, c'est les musulmans, donc les étrangers, qui sont responsables de nos malheurs. Et ça devient vraiment triste. Et surtout, c'est une parole qui est véhiculée par les hommes politiques du RN. Hein. Il n'y a qu'à aller sur CNews, à écouter Bardella et les autres députés qui nous parlent des étrangers matin et midi soir. Sauf que dans les faits, c'est ça qu'il faut regarder, les faits. Aller dans les hôtels, aller dans les restaurants, qui travaillent? Ce sont des Noirs, des Arabes. Aller dans les fonds de cuisine, ceux qui font la plonge à Paris, c'est qui? Des Noirs, il y a des Chinois, il y a des Arabes. Aller dans le bâtiment, qui travaille? Des Arabes, des Noirs, etc. Moi, pas loin de chez moi, j'ai vu un groupe de techniciens de la fibre qui est en train d'installer la fibre dans la rue. Eh bien, il y avait 8 personnes. Une seule personne blanche, le reste c'était des Noirs et des Arabes. Donc ces gens-là travaillent, ils participent, ils payent des impôts. Dans les services à la personne, c'est pareil, c'est beaucoup d'étrangers. Ne parlons pas de l'hôpital, parce que 10% des médecins spécialistes en France, ce sont des étrangers. À Paris, c'est même pire. Les aides-soignants aussi, à Paris, il y a plein d'étrangères et d'étrangers. Donc me dire que les étrangers, c'est eh bien l'alpha et l'oméga de nos problématiques, c'est un pur mensonge. Clairement. Est-ce que pour autant, il n'y a pas, ici ou là, des problèmes? Bien sûr qu'il y en a, comme dans tous les groupes. Je veux dire que c'est un phénomène de société qui est généralisé, où on voit de manière globale, et c'est pas qu'en France, où on a eu une éducation très très large, avec cette éducation positive, où il ne faut surtout pas bousculer nos chères têtes blondes, donc il faut les laisser tout faire. C'est valable dans toutes les sphères sociales et ethniques où il y a du laisser-aller. Donc forcément, on trouve dans certains quartiers des jeunes qui foutent la merde. Et effectivement, il faut faire des choses. Il y a de la délinquance, il y a aussi du terrorisme. Il y a des personnes qui font du terrorisme. Notamment quand on évoque cette histoire des frères musulmans. Ça fait 10-20 ans qu'on parle des frères musulmans qui sont en train de nous envahir, qui veulent changer la société, le grand remplacement, etc. Ils sont 400 ou 500. Si vraiment c'était un problème dans notre pays, on prend ces 400-500 personnes et on les jette, on les met en Iran ou que sais-je, et on se débarrasse du problème. Donc on voit bien que c'est pas là le problème. Au contraire, c'est une manière de détourner l'attention sur les vraies problématiques en disant, regardez notre problème en France, ce sont les étrangers. Ils profitent du système, ils nous piquent notre argent. Aujourd'hui en France, on doit avoir au total peut-être 7 millions de chômeurs, quelque chose comme ça. Et en catégorie A, ça doit être peut-être 4 ou 5 millions. Mais il y a 500 à 600 000 postes vacants. Et ceux qui se présentent très souvent, ce sont des gens de couleur, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a des postes que les Français ne veulent pas faire. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut agir. C'est imposer à ces personnes-là des métiers, même s'ils n'ont pas envie. Déjà, on commencerait déjà par ça. Mais c'est trop facile de pointer du doigt une catégorie de population pour nous expliquer que c'est le problème. Le problème, je suis désolé, ce sont les plus riches qui se sont gavés avec nos impôts, avec nos taxes, et qui aujourd'hui nous amènent à ce chaos. Point barre, il n'y a pas d'autre problématique. Le reste, c'est du blabla. C'est pour nous enfumer. Et derrière tout ça, encore une fois, ce sont les plus riches qui ont acheté les médias et qui aujourd'hui nous manipulent. C'est très clair. Aujourd'hui, les médias ne sont plus indépendants. Alors, après tout ce que je viens de dire, ce qui se passe avec le RN, et qu'est-ce qui se passe avec le FI, on se dit, mais pour qui on va voter, effectivement? Même moi, je me pose la question. Ça ne va pas être la droite, c'est clair. Ils nous ont amenés dans le mur. Quand on fait le total des dettes entre Sarkozy et Emmanuel Macron, on va atteindre au moins 2000 milliards, voire peut-être plus à la fin du quinquennat Macron. Sur les 3000 qu'on a, un peu plus de 3000 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc la droite, qui est toujours à nous dire qu'ils sont les meilleurs pour gérer les finances, nous amène dans le mur. Ce sont des incapables. Sauf pour les riches. N'en faites pas qu'alors là, ils sont très forts pour leurs copains milliardaires. Il reste qui? Il reste l'extrême droite ou la gauche, voire l'extrême gauche. À gauche, quoi? Le Parti socialiste. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Hollande, qui d'un côté nous disait que la finance c'est son ennemi.
les banques, et au final, il fait le CICE. Donc, il a donné encore plus de pognon à des entreprises qui n'en avaient pas besoin. Donc, pour moi, et quand on voit l'attitude de Glucksmann aujourd'hui, franchement, c'est pitoyable. C'est plus pour moi un parti de gauche. Donc, il reste le RN, LFI. Il y a encore le NPA aussi, hein. Mais bon, le NPA, il n'a pas de figure de proue. Et ces solutions, malheureusement, même si elles peuvent être intéressantes, et c'est là où je ne comprends pas les Français, c'est que quand on les écoute dans les bars, dans la rue, même à mon travail, ils ont un discours de gauche. Ils parlent comme des gens de gauche. Et au moment de voter, ils votent à droite ou ils votent à l'extrême droite. C'est incompréhensible. Donc, pour moi, soit il y a un autre parti qui sort du bois, et ça, j'y crois pas trop, soit il nous reste l'extrême gauche, LFI. Et là, on va me dire, non, c'est pas possible. LFI, c'est un parti qui est pour l'islam, c'est un parti qui est pour le drapeau palestinien, c'est un parti anti-français, anti-France, c'est un parti antisémite. Enfin, tout ça, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et bien, malheureusement, tout ça, c'est une rhétorique qui a été bien amenée, je dois le dire, hein, franchement. Les médias ont été très forts. Le RN, forcément, bah, ça lui va très bien, hein. C'est aussi leur fonds de commerce de pointer du doigt ce parti en voulant dire qu'il est antisémite, alors que en aucune manière un député LFI a été condamné pour antisémitisme. En France, la justice est extrêmement dure face à tous ces comportements antisémites. Vous sortez un drapeau palestinien dans la rue, les flics vous tombent dessus et ils vous mettent en garde à vue. Moi, je l'ai vu encore très récemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, si ce parti était antisémite, ça se saurait. D'ailleurs, Mélenchon l'a dit à plusieurs reprises qu'il était contre l'antisémitisme et qu'il fallait sanctionner de manière très sévère ces comportements individuels. Pareil pour les comportements islamophobes, il dit la même chose. On m'a rétorqué, ouais, mais il a retourné sa veste, maintenant il est pour le port du voile, pour le niqab, etc. C'est faux. Il y a quelque temps, effectivement, dans les années 2000-2005, il s'était exprimé en disant qu'il était contre le voile, contre le niqab, etc. Sauf qu'on a encore extrait des phrases du contexte, comme à chaque fois, et il l'a redit, qu'il n'était pas contre le port du voile dans la sphère privée, qu'il n'était pas contre le port du voile en public, c'est-à-dire dehors. Par contre, il s'opposait à ce port du voile dans les institutions publiques, donc universités, les hôpitaux, etc., etc. Il est très clair là-dessus. Et concernant le niqab, alors là, il est totalement opposé. Pour lui, c'est une aberration. Après, dans la sphère privée, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Mais de manière générale, il est contre. 2 points. Il est contre les Français. Voilà ce que j'entends. Mais en quoi il est contre les Français? En proposant une augmentation du SMIC, en proposant une inégalité sur les salaires entre les hommes et les femmes, en proposant une augmentation du point d'indice des fonctionnaires, parce que le point d'indice a été gelé depuis 25 ans, même plus. Et il faut savoir que les fonctionnaires, on dit que ce sont des gens nantis, je le suis fonctionnaire. Nos salaires, on a une perte de salaire de 25%. C'est-à-dire que nous, le point d'indice, on a une augmentation à 1 ou 2 reprises, c'est tout. On a subi à chaque fois l'inflation, sans avoir une régularisation du point d'indice. Donc dire que les fonctionnaires sont des nantis, c'est totalement faux. Aujourd'hui, si vous saviez combien est payé un fonctionnaire, je vais vous donner un exemple. Une aide-soignante, elle est payée dans la fonction publique territoriale, alors sans les primes, elle est à peu près à 1 400 €. Avec les primes, elle peut atteindre 1 600 €. D'accord? Le métier d'aide-soignant, c'est pas le plus super cool, hein. Donc c'est là où on voit tous les mensonges qui sont véhiculés dans les médias, hein, sur les fonctionnaires, etc. Donc voilà, il y a plein de mensonges concernant cet individu qui, effectivement, je peux comprendre qu'il cristallise beaucoup de mécontentement. Les gens ne veulent pas entendre parler de Mélenchon. Il a une attitude qui dérange et qui, je ne sais pas comment dire les choses, mais en tous les cas, il y a beaucoup de gens qui le détestent, c'est vrai. Mais ces gens, malheureusement, ont été dupés, ont été manipulés, parce que quand on regarde BFM et CNews tous les jours 24/24, forcément on finit par être lobotomisé par ça et on finit par croire parce qu'on vous dit. Vous voyez bien que ce qui s'est passé avec le Covid, comment on s'est fait manipuler. Donc c'est la même chose. Ce sont des chaînes qui sont totalement orientées politiques. Et c'est des chaînes qui ne veulent pas voir l'extrême gauche arriver au pouvoir. Donc autant vous dire qu'ils font tout pour vous dire que le grand méchant loup,
c'est forcément Macron d'un côté et de l'autre Jean-Luc Mélenchon. Mais pour moi, les seuls qui ont un véritable programme aujourd'hui en France, c'est LFI. Allez voir le programme. À la limite, on peut se dire, bah, les Mélenchon, c'est un vrai connard, on ne veut pas l'entendre parler. Allez voir le programme de LFI. Allez voir ce qu'il propose, notamment sur l'aspect économique, sur le pouvoir d'achat, sur l'hôpital, etc. C'est quand même autre chose que ce que propose Macron et sa clique et le RN. Le RN s'est opposé à plein de choses en faveur des travailleurs. Donc moi, ça me fait mal au cœur de voir tous ces travailleurs, ces gens qui triment tous les jours, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, voter pour un parti, le RN, qui ne va pas augmenter leur pouvoir d'achat et qui va une fois de plus défendre les intérêts de la caste, c'est-à-dire des plus riches. Il va falloir vraiment réagir. Alors si, d'ici là, prochaines élections, il y a un parti qui arrive à sortir du bois et à proposer à la fois une politique économique pour aider les plus défavorisés, aider les travailleurs et les classes moyennes, qui en même temps est capable de donner des moyens à la justice, de donner des moyens à la police, parce que là aussi il y a un problème avec la police, là aussi il y a des polémiques autour de la police, parce que d'un côté on dit que Mélenchon est contre la police, mais Mélenchon n'est pas contre la police. Il y a eu des abus, il y a eu des choses qui n'auraient pas dû arriver. Je suis désolé, mais quand on est un policier, on est un professionnel. On ne peut pas sortir son arme comme ça, on n'est pas des cow-boys, on n'est pas les États-Unis. Et je n'ai pas envie qu'on devienne. Pour autant, la police a besoin d'être aidée. Quand on enlève la police de proximité, qui faisait un excellent travail, merci encore Sarkozy, eh bien on arrive à ce qui arrive aujourd'hui dans certains quartiers. Quand la police était présente tout le temps, il y avait des problèmes, mais c'était canalisé. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ils sortent avec des kalachnikovs, la drogue est partout, les gens sont en sécurité. Et si vous regardez bien ces quartiers-là, qui subit ça? C'est pas le blanc. La plupart de ces quartiers sont occupés par des populations immigrées. Ce sont eux en première ligne qui subissent ça. Donc quand j'entends le mec du fin fond de la Creuse, dans un petit village de 300 habitants, où il n'a pas vu un seul noir, un seul arabe, qui vote le RN, j'hallucine. Le mec, il ne sait pas ce que c'est. D'accord? À la limite que des gens habitant dans ces quartiers-là votent RN, pourquoi pas? Mais là, franchement, ça rime à rien. Donc moi j'espère qu'il va y avoir un nouveau parti, un parti qui va sortir du bois et qui va nous faire des propositions intéressantes avec un vrai programme qui soit bien étayé. Au-delà de ça, moi je ne vois pas d'autre solution. Pour moi, il n'y a que LFI pour l'instant ou le NPA, mais le NPA n'a pas, comme je vous dis, de figure du proue, n'a pas de personne, à part Besancenot, qui sait très bien parler, hein, qui dit des choses intéressantes, hein, mais ça ne tient pas la route. Ce n'est pas un parti qui a comment dire, une armature. Aujourd'hui, il n'y a que LFI qui est en état de vraiment défendre les ouvriers, les travailleurs, les classes moyennes. Donc voilà, cette vidéo arrive à son terme. N'hésitez pas à partager, commenter, surtout liker. Je ferai d'autres vidéos d'actualité, que ce soit l'actualité française ou étrangère. Il y en a plein d'autres qui vont arriver parce que l'actualité est très riche. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!